Bon, alors, moi je me présente, je suis Alexandre Murat, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Et puis lui, c'est Alexandre Medeiros, pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, on va vous parler donc des vulnérabilités qui viennent des devices USB qui peuvent permettre de compromettre des machines très rapidement et de manière très simple. Et donc Alexandre Medeiros va vous présenter globalement NetHunter et puis ce qu'on peut faire un petit peu avec, expliquer ce qui est l'USB, comment ça marche. Et puis en ce qui me concerne, moi je vais vous parler des rubber ducky et des attaques type rubber ducky et expliquer pourquoi ça peut être très dangereux et l'importance de la sécurité physique à ce niveau-là. Du coup, donc, je vais commencer en expliquant donc, les rubber ducky. Qu'est-ce qu'un rubber ducky? Tout simplement donc cette petite carte basée sur un Arduino Teensy avec un petit connecteur USB. C'est tout simple. À l'intérieur, il y a aussi une carte micro SD. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, en fait, en réalité, ça ressemble à une clé USB, mais en réalité, ça va émuler un clavier et ça va donc taper à une vitesse extrêmement rapide. Maintenant, on peut se demander quel est l'intérêt pour un hacker de pouvoir émuler un clavier. C'est pas forcément très utile, mais en vérité, pour un utilisateur qui laisse sa session déverrouillée ou si jamais un hacker il a un accès physique sur la machine et qui peut émuler un clavier, et en gros il peut faire tout ce qu'il pourrait faire avec un clavier sur la session de l'utilisateur, mais à la vitesse de Superman. Donc très grossièrement, ça permet de faire tout ce que tu peux faire avec un shell, un petit PowerShell, des trucs du genre, sauf extrêmement rapidement, ce qui est bien évidemment relativement dangereux, surtout si l'utilisateur est logué en tant qu'administrateur. Donc, je vais commencer par vous faire une petite démo. J'ai ici... Donc, j'ai ici... Ouais. Grand écran, enfin, tu sais. Bon. Alors là, j'ai tout simplement une console de Metasploit qui est ouverte avec dedans j'ai configuré un handler qui va attendre de recevoir une connexion interpréteur qui sera créée par mon petit rubber ducky. Et puis, qui sait ce que c'est que Metasploit, interpréteur, tout ça? Merci Thomas. Ok, alors très grossièrement, comment ça va se passer? Là, j'ai un programme qui va attendre de recevoir une connexion d'un autre PC à l'extérieur. Et puis cette connexion va me permettre de contrôler la machine qui s'est connectée sur ma machine d'attaquant. Et je vais pouvoir contrôler la machine victime à distance. Alors il y a plusieurs façons de créer ce type de connexion, les connexions enfin, en gros je vais renvoyer ce qui s'appelle un shell interpréteur, qui est comme un shell mais en plus puissant, plus grossièrement. Et ici je vais créer cette connexion grâce à ceci, mon petit rubber ducky. Donc, une seconde. Donc là, ça y est, le logiciel, il attend de recevoir la connexion. Là, je dois sortir du plein écran pour que ça marche. Il faut que je duplique aussi les écrans parce que sinon, vous n'allez pas voir le shell qui arrive.
Donc là, je vais brancher mon rubber ducky. Puis, normalement, je devrais avoir une connexion interpréteur, enfin, je devrais recevoir un shell interpréteur sur ma machine d'attaquant, qui est la VM Kali. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le rubber ducky, il émule un clavier pour ouvrir donc un shell CMD. Et puis là, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est un PowerShell downsize attack. Donc en fait, le code machine du shell interpréteur, il est encodé. Et puis là, le rubber ducky, il est en train d'écrire la version encodée du shell, qui sera décodée avec PowerShell et puis exécutée directement dans la mémoire du PC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce programme ne passera jamais par le disque dur et donc essentiellement sera plus ou moins invisible aux yeux de quasiment tous les antivirus. Il va passer directement dans la RAM, ce qui veut dire que c'est une attaque qui peut être assez difficile à contrer, à moins de verrouiller sa session, auquel cas on est safe. Voilà, donc là, ça y est, le code il a fini de s'écrire. L'inconvénient de l'attaque du PowerShell Downsize Attack, c'est que ça peut prendre un petit bout de temps, mais là, ça y est. J'ai mon shell m'interpréteur. On peut voir que là, je suis connecté sur ma machine. C'est bien une machine Windows 7, voilà, c'est ma machine hot. À savoir que c'est aussi tout à fait possible de créer, donc là comme je suis un utilisateur administrateur sur ma machine, c'est tout à fait possible aussi d'ouvrir un shell avec des droits d'administrateur, auquel cas le shell m'interpréteur que reçoit l'attaquant aura aussi des droits d'administrateur. Là je ne l'ai pas fait pour des raisons de sécurité évidentes. Voilà, donc ça globalement c'est l'attaque, c'est comme ça que va se dérouler une attaque de type rubber ducky. Maintenant je vais très vite fait vous montrer comment créer en gros le payload que j'ai utilisé pour mon rubber ducky. Donc le code qui va dire au rubber ducky de taper tout ce qu'il a tapé précédemment, il est contenu dans 7 cartes microSD. Et en vrai, c'est compilé grâce à un encodeur. Ici j'ai Duck Encoder, c'est tout simplement un fichier jar, donc c'est du Java. Et puis c'est très simple en fait. Le code qui va être compilé, c'est ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a delay 2000, il me semble que c'est des millisecondes normalement. Donc en gros il va attendre 2 secondes avant de commencer à taper. Ensuite il va enchaîner en tapant donc ces différentes commandes. GIR, c'est pour ouvrir le Windows R. Voilà, merci. Windows R, c'est ce dans quoi il a tapé cmd.exe. Donc là, ça lui dit de rentrer cmd, le string. Et puis ensuite, le gros string qui contient tout le code du shell, qui est juste là. Donc il y a des outils qui permettent de générer automatiquement des codes comme ça. Moi j'ai Simple Ducky qui présente une interface en ligne de commande, mais vous la reverrez sous NetHunter en version graphique, qui est plus simple à utiliser. Et puis pour l'attaque PowerShell Downsize, j'ai un petit script là que j'ai récupéré qui le fait automatiquement. Voilà,
c'est à peu près tout en ce qui concerne le RubberDucky. On va ensuite passer au NetHunter. Ouais. Alors là, on va voir NetHunter pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est à peu près. Alors oui, les sites ont été faits très rapidement. Alors, Kali NetHunter, c'est en fait, c'est une distribution. Alors, Kali Linux, tout le monde connaît, c'est une distribution Linux avec plein d'outils de hack. Et ils ont décidé en fait, de créer on va dire un paquet qu'on flash sur Android à partir du recovery pour justement utiliser ces outils-là à partir d'Android. Alors ça, c'est toutes les machines qui sont où on peut utiliser ce paquet. Alors bon, voilà, il y a le Nexus 4, 5, 7, 7. Alors là ici, j'ai la Nexus 7 2012, donc la moins puissante de tout ça, et vous allez voir qu'on peut faire la même chose, et on va pouvoir utiliser plein de petits outils. Alors, ce qui est conseillé de faire, c'est d'avoir un Android routé stock de base. On flash en fait, on crée pour faire ça, en fait, on utilise le logiciel qui est ici, et à partir de là, on flash partir du recovery, le .zip de NetHunter. Alors, là, on va commencer par une petite démo. Alors là, sur la tablette, j'ai exactement ce qu'il y a ici. Là, en fait, on va avoir plein de menus qu'on va pouvoir faire. Donc ici, c'est Start Web Browser. En fait, c'est pour lancer une interface web qui va nous permettre en fait d'utiliser des hacks, on va dire, préfaits, donc utilisables directement. On va avoir Launch Wi-Fi, c'est pour tout ce qui est pour trouver les passes Wi-Fi. Et ici, on va avoir Launch Kali Menu Terminal, donc c'est-à-dire on va avoir un menu tout simple avec, on a juste à dire, on va devoir mettre 1, 2, 3, 4, 5 pour avancer, et on va pouvoir lancer des attaques très rapidement. Et enfin, on va avoir le shell directement de Kali, pas celui d'Android, parce que c'est comme s'il y avait deux machines dans la même machine. Donc là, je lance le Start Web Browser. Alors normalement, il faut que ça s'affiche. Non. Alors normalement, vous avez donc, plein de menus en fait sur le côté qui vont se dérouler. Donc chaque menu va correspondre à, on va dire, une faille ou quelque chose qu'on peut utiliser pour, à partir de la tablette. Là, on va parler donc NetHunter, la partie keyboard. En fait, on va émuler le keyboard exactement comme on a fait avec la RubberDucky. Sauf que là, en fait, on va mettre le payload sur un serveur Apache. Donc, en fait, comme ça, on peut généraliser une attaque. Alors là, je vais juste activer donc, le serveur Apache sur la tablette. Voilà. Et à partir de là, normalement, ouais. Comment je vais faire alors là, en fait, là, on doit normalement mettre ici l'adresse IP de la machine qui est haute, qui va recevoir en fait le shell interpreter. Ici, on va avoir juste le port. Ici, on va dire quel payload on veut mettre. Et ici, on va mettre l'URL. Donc ici, c'est l'URL de la tablette. Et après, on fait juste un update. Ici, on peut mettre, si on veut que ce soit un Windows 7 ou un Windows 8. Et après, on exécute et c'est censé faire le travail. Alors, comme il y a pas mal, je vais faire passer tous les slides et après, si on a le temps, on essaiera de faire l'attaque au complet. Donc là, normalement, si ici on fait Kali, on dit qu'on lance Apache. Donc là, on va voir tous les trucs qu'on peut lancer rapidement. Ça va être sur le bureau, qu'est-ce qui va se passer. Donc pareil que tout à l'heure avec Alexandre, on va avoir le shell interpreter qui va, il y a un PowerShell qui va être lancé avec donc pareil codé, qui va en fait télécharger sur le serveur Apache qui est sur la tablette le payload. Et puis après ici on va avoir on va avoir le contrôle de la machine.
Ensuite, on va avoir préintégré aussi un Man-Evil Access Point. Tout simplement, c'est pour créer un man in the middle avec le Wi-Fi. Alors moi, je ne peux pas le faire là parce qu'il faut en fait un dongle en plus Wi-Fi qui va permettre de se connecter directement. Enfin, on va utiliser ce dongle là en fait pour la connexion. Et après, l'autre, il va être renvoyé avec la connexion de la tablette en elle-même. Ensuite, on va avoir le bas USB man de l'attaque. Là, c'est pareil, on va en fait créer un port, en fait, le port qui est ici, le port USB de la tablette, va être utilisé pour faire passer le réseau qui est en fait dans le PC. Et ça va faire, donc en fait, la tablette va récupérer toutes les informations que le PC est en train de faire et ça va être la nouvelle passerelle. Et en fait, la tablette va créer un nouveau. Tout simplement une carte réseau virtuelle sur la machine et justement tout faire passer par là. Ensuite, encore préintégré, on a un DNS masque. Là, en fait, c'est tout simplement En fait, il va en fait avoir un DNS et un DHCP intégré, donc du coup, il va pouvoir tout simplement balancer enfin, essayer de récupérer le plus d'adresses, etc. de tout le monde, donc foutre la merde dans le réseau. Là, c'est un hotspot, tout simplement. Et après, on va avoir une table. Donc là, on revient tout à l'heure quand on avait vu dans le menu. Donc là, c'est le menu qu'on a rapidement. Donc là, on peut voir qu'on a des attaques, on peut choisir les attaques qu'on veut. Donc là, il y a des attaques sans fil, spoofing, sniffing, du reverse shell, plein d'attaques différentes. Et on peut aussi, à partir d'ici, activer VNC. Et donc, du coup, voir en fait la vraie interface de Kali Linux sur la tablette. Et donc, lancer n'importe quoi comme si c'était un Linux. Donc là, c'est Wi-Fi. Et là, on peut avoir, donc, comme j'ai dit, un VNC directement sur la tablette, ce qui va permettre, donc, comme je dis, avoir une interface complète. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Si. Alors, on va essayer en fait de préparer le truc. Donc là, on voit en fait comment on fait pour en fait, paramétrer donc, notre super Metasploit, donc pour pouvoir attendre la réponse du client. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer donc, le handler. Ensuite, on va utiliser. C'est super. On va utiliser donc un payload qui ici c'est reverse HTTPS. Oui, un peu lourd. Ah oui. N'oublie pas le HTTPS, hein. C'est ce qu'on y fait pas. C'est un clavier. Oui, c'est lequel Ok. Donc là, on va mettre le host. Donc c'est le. Bah, c'est lui. C'est 92. Tu l'as là. Tu l'as en ligne sur l'IFO. Tu l'as ici là. C'est 4331. Et après, là, donc là c'est l'host, et on va sur le port, donc c'est 4444. Voilà, là on peut donc faire exploit. Voilà, donc là on est en train d'attendre. Donc, qu'il se passe quelque chose. Donc comme il disait, là ça y est, Metasploit attend de recevoir la connexion qui sera créée une fois qu'on utilise l'attaque de NetHunter. Donc en fait là il va faire à peu près exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure avec le RuberDucky. Ah oui, merde. Sauf qu'il va le faire avec NetHunter.
Et c'est plus court. Ouais, parce que là, il va chercher le payload qui est dans le... Mais, juste une seconde. Alors, comme tu vois là, il lance PowerShell pour réaliser. Donc, en fait, il a fait exactement la même chose tout à l'heure quand c'était moi qui l'avais lancé. Donc, il lance bien le PowerShell, simplement, on ne le voyait pas parce qu'il était caché. Voilà, et donc normalement, si tout s'est bien passé, ici, donc on s'est bien connecté, on n'a plus qu'à taper shell. Et bonjour, je suis sur ma machine. Donc là, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut et mettre les programmes qu'il faut derrière pour pouvoir rester et puis on peut s'amuser. Voilà, merci. Donc, si vous avez encore des questions. Des questions? Nobody? Ok. Alexandre, pendant qu'il fait son truc, est-ce qu'il y a moyen que tu répondes à quelques questions? Genre, par exemple, comment se protéger justement contre une rubber ducky? Alors, il y a une technique ultra simple pour se protéger contre une attaque rubber ducky. Windows L. Tada! Bon, vous ne le voyez pas à l'écran. Loupé. Windows L, c'est-à-dire, enfin... On bloque la session. Et donc, Verrouille du la coup, session. il n'y a plus rien qui peut être lancé. Mais par exemple, si quelqu'un arrive avec un CD, par exemple, où justement il va bypass l'OS, justement, comment on peut éviter? Est-ce qu'il y a moyen de bloquer les ports USB pour certains matériels ou des trucs comme ça? Bah oui, on peut bloquer les ports USB, mais c'est-à-dire que tu bloques aussi la machine et puis au final, ça sert à rien. Parce que s'il y a un clavier qui est branché, on débranche le clavier, on branche l'autre. À ce niveau-là, c'est pas... Enfin, je pense pas que ce soit la solution, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur NetHunter, c'est que toute la partie, ce qui va lancer comme script, tout ce qui va lancer en fait, comme on a vu tout à l'heure avec la rubber ducky, il y a en fait tout simplement un onglet source où on peut coller tout ce qu'on a besoin et pouvoir tout lancer dedans. Ça permet d'automatiser l'attaque qu'on a envie de réaliser. Et là, tout ce que je vous ai montré, en fait, c'est pré-intégré, il n'y a eu quasiment rien fait dessus. Mais étant donné que tout à l'heure, c'est ce que disait Alexandre, le payload il se mettait dans la RAM, c'est ça? Donc ça veut dire que la personne, si elle éteint sa machine, on n'a plus d'accès sur sa machine? Ouais. Exact, c'est pas persistant. Ok, mais il y a moyen de faire justement cette attaque d'une manière persistante pour avoir toujours un... Il faut créer généralement un exécutable sur la machine qui va se relancer à chaque fois qu'il redémarre la machine. Après, c'est une fois que tu as le shell, que tu as pris la main sur la machine, c'est exactement comme n'importe quel autre type d'attaque. En fait, après, c'est du post-exploitation. Donc, après, ça va être comme n'importe quelle autre attaque. Tu vas essayer de te maintenir sur la machine. Tu vas essayer de récupérer les informations qui sont disponibles sur la machine, essayer de pivoter ensuite sur d'autres machines dans le réseau. C'est pas facile. Mais en revanche, si c'est un utilisateur limité, justement, on ne pourra pas exécuter grand-chose. Donc ça peut être aussi une forme de protection? Oui, absolument. C'est toujours mieux d'avoir un utilisateur limité qui se fasse exploiter qu'un utilisateur administrateur. J'ai une question. Comment tu fais pour envoyer les données vers le PowerShell quand tu les as tapées dans l'interpréteur de commande Windows? Quand tu as dit que ça transitait, ça reste dans la RAM, et que ce que tu tapais c'était encodé, et ensuite le PowerShell prenait le relais. Mais on n'a pas vu de PowerShell en fait. Oui, alors la question c'est... En fait, le rubber ducky il était en train de taper dans un terminal CMD, et puis la question, si j'ai bien compris, c'est
comment est-ce que le PowerShell a fait pour prendre la main derrière, parce que comme il l'a constaté, le PowerShell, on l'a pas vu. En fait, il a rentré dans cmd.exe, il a rentré la commande PowerShell qui lance un terminal PowerShell, et il l'a lancé avec une option pour justement qu'elle ne soit pas visible. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Mais techniquement, le processus qui faisait tourner le shell interpréteur, on aurait pu vérifier, mais on est fermé. Mais c'était bien PowerShell, c'était un processus PowerShell qui faisait tourner le shell interpréteur. D'autres questions? Personne? Alors apparemment, vous voulez savoir si c'était possible de faire quelque chose avec des clés USB lambda. La réponse c'est oui. En fait, l'idée c'est que la clé USB, en fait, elle a un firmware donc, au niveau de l'interface. Et certaines clés USB sont compatibles, d'autres non. Et donc il faut voir par rapport au numéro de série et au modèle. Et à partir de là, en fait, on peut flasher ce firmware et on peut donc exécuter de la même manière, enfin faire croire en tout cas qu'on est un clavier.